Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 13 novembre 2012. Alors nous allons revenir aujourd'hui sur les bouleversements qui secouent le monde arabe depuis presque 2 ans, et nous allons le faire à partir d'un livre vraiment iconoclaste et qui pose des questions rarement abordées par les experts parlant sur les plateaux de télévision. Ce livre a pour titre « Révolution démocratique dans le monde arabe ». Ah, si c'était vrai. Il est édité chez Armand Collin et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son auteur. Bonjour Jean-Pierre Liédot. Bonjour à vous. Jean-Pierre Liédot, vous êtes né à Tlemcen en 1947, d'une mère juive et d'un père pied-noir d'origine catalane. Vos parents ont fait le choix de rester dans le pays après l'indépendance et vous n'êtes parti qu'en 1993, menacé de mort par les islamistes. Réalisateur de cinéma de talent, vous avez consacré plusieurs films au rêve trahi d'un pays multiethnique et nous avons parlé ensemble ici même de votre très émouvant documentaire Algérie, histoire à ne pas dire. Alors vous passez de la caméra à la plume de l'analyste politique et votre premier livre est vraiment féroce. En 327 pages, vous démontez cet autre rêve, celui des peuples arabes accédant brusquement à la démocratie après les révolutions du fameux printemps. Et je dois dire que votre livre m'a bouleversé. Souvent, j'ai été en accord avec ce que vous écriviez, parfois en décalage, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment consacrer au moins 2 émissions successives pour en faire le tour. Aujourd'hui, nous allons essayer de décrypter ensemble ce qui s'est passé, et puis la fois suivante, nous verrons comment, sur le long terme, les démocrates du monde arabe pourront enfin l'emporter sur les islamistes. Première question un peu provocatrice, Jean-Pierre Liédot, vous le dites vous-même dans le prologue, vous n'êtes ni historien, ni politologue, ni grand reporter. De quelle légitimité vous réclamez-vous pour critiquer si durement tous les experts qui nous ont raconté donc que l'on assistait à l'avènement de la démocratie dans le monde arabe? Bon, d'abord, si vous voulez, je crois que malheureusement, la réalité montre encore une fois que être spécialiste ne donne pas une légitimité automatique, puisque la majorité de ce que l'on connaît, en tout cas comme expert de ce monde arabe et musulman, on peut dire s'est trompé. Si on en lit en tout cas les premiers commentaires qui étaient complètement euphoriques, absolument délirants, je dirais même, et puis en décembre 2010, en janvier 2011, etc. Ils assistaient quasiment à la démocratie in live. Le monde arabe allait faire une leçon de démocratie à un Occident vieillissant, etc. Alors bon, moi de mon côté, si vous voulez, je suis cinéaste. Je suis pas donc un politologue ni un stratège, un géostratège, disons. Mais j'ai beaucoup en Algérie. Je suis resté donc jusqu'en 93 et j'ai beaucoup réfléchi à ce que c'est un pays, disons, un système de parti unique, système, disons, totalitaire. Et en tant qu'intellectuel, en dehors de mon action, disons, de cinéaste même, de faire des films, j'ai eu une action citoyenne, si on peut dire, militante pour les droits de l'homme, contre la torture, et aussi, et en même temps, tout ça s'accompagnait chez moi d'une réflexion. Comment ça marche? Parce que je voyais bien que l'Algérie, ça marchait pas comme la France, par exemple. Ça marche autrement. Il y a d'autres structures. Il y a le pouvoir des clans. Il y a d'une manière évidente, pour moi, la sécurité militaire qui a un pouvoir extraordinaire dans l'Algérie, mais ça porte d'autres noms dans les pays arabes aussi. Alors, si vous voulez, de plus, j'ai assisté à ce qu'on a appelé en Algérie les événements d'octobre. En 1988, c'était quoi? C'était à peu près la même chose, une révolte de la jeunesse, réprimée, et ensuite des élections, on met fin au parti unique, suffrage universel, les islamistes remportent la mise. C'était pour moi à peu près le même scénario. Tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'on n'est pas je suis pas en train d'assister à une sorte de remake là? Alors, Jean-Pierre Liédot, un reproche qu'on pourrait vous faire, c'est que vous donnez une analyse globalisante du monde arabe. Or, chaque pays a quand même eu une histoire différente. Et dans votre prologue, vous défendez l'idée que finalement les ressemblances structurelles
entre tous les États arabes l'emporte sur les dissemblances et explique pourquoi finalement, historiquement, il n'y a eu que deux courants idéologiques, le nationalisme et puis maintenant l'islamisme. Est-ce que vous pourriez développer un peu cette idée ? Oui, c'est-à-dire que ce livre donc a été écrit à partir, disons, d'un point de vue d'une expérience algérienne. Et en même temps, à partir de cette idée, justement, que ce qui fait, disons, ressemblance dans le monde arabe et musulman est infiniment plus important que ce qui fait dissemblance. Donc, vous avez ces pays sont presque tous des pays de rentiers grâce au pétrole, des pays qui produisent très peu, qui importent presque toute leur consommation, des pays où il n'y a pas de décollage économique, où il n'y a pas de décollage intellectuel, où il y a une répression de la pensée des intellectuels, etc. Il y a des pays où le tribalisme est important, ou alors le clanisme. Il y a énormément de points communs en dehors, si vous voulez, donc des ressemblances évidemment qui sont pour moi les plus fortes. Ce sont les ressemblances culturelles, c'est-à-dire la langue arabe, bien c'est-à-dire surtout l'islam. L'islam est la structure, toute la pensée est à la base de toute la pensée dans le monde arabe et musulman. Donc je considère que si vous voulez, même si vous faites une comparaison avec les pays de l'Est, quand il y a eu cet effet domino qui se sont tous effondrés les uns après les autres, eh bien il y a, je pense, entre les pays du monde arabe et musulman, moins de différences qu'entre les pays de l'Est à l'époque. Alors, on va parler donc de ces révolutions. Dans la première partie de votre livre, vous les présentez finalement comme une fusée à plusieurs étages. Et le troisième et dernier étage, c'est ce que vous appelez donc l'effet domino, hein, vous venez d'en parler, avec la conjonction de trois forces s'aidant mutuellement, les islamistes, bien sûr, mais aussi la chaîne Al Jazeera et les États-Unis. Alors, parlons du rôle des États-Unis. Vous faites dire au fameux discours de Barack Obama, qui vient d'être élu, hein, donc ce discours du Caire en 2009, que finalement il y avait un message subliminal en direction des islamistes. Est-ce que vous pourriez le démontrer à nos auditeurs ? Oui, rapidement, juste avant, premier étage, deuxième étage. Bon, le premier étage, c'était quand en Tunisie, Bouazizi s'est immolé et qu'on a parlé de lui comme d'une étincelle qui aurait déclenché tout un processus. Alors, et puis, on disait, c'est une révolution démocratique parce qu'il n'y a pas de barbus dans la rue, on les voit pas. Et je pense que c'est ça qui aurait dû quand même alerter les gens, c'est justement que les barbus qui sont les islamistes, la force la plus importante, on la voyait pas. Pourquoi ? Alors, et puis ils arrivent au bout d'un moment comme une sorte de mise en scène. C'est comme si on leur avait dit, c'est pas au début, il faut pas qu'on vous voit au début. Voilà. Et c'était, ça, je dis, ça rappelle la révolution, disons, les événements d'octobre en Algérie, parce que la jeunesse au début, on voyait pas du tout les islamistes. Et les islamistes arrivent dans un deuxième temps. Alors, si vous voulez, ce qui s'est passé dans le monde arabe, qu'est-ce qui peut faire que ça bouge dans un pays où, et pas seulement dans un, mais dans plusieurs pays à la fois, lorsque vous savez que les démocrates, les forces démocratiques, comme on dit, tant en Égypte qu'en Tunisie, que dans le reste du monde arabe, sont très faibles et qu'elles ne peuvent pas, ni dans un pays, et encore moins dans plusieurs pays à la fois, parce que quand il y a plusieurs pays à la fois, ça veut dire qu'il y a une sorte d'organisation, n'est-ce pas ? Ça n'existe pas, pour moi, la spontanéité où tout d'un coup, tout le monde se met en révolution. Alors, je me suis demandé quelle était la force la plus importante. C'était pour moi les islamistes. Eux, ils sont une véritable internationale. Mais encore fallait-il qu'ils aient un hockey. Et pour moi, le hockey ne pouvait venir que des États-Unis, qui sont la puissance dominante. Et ça, si vous voulez voir l'origine, vous allez directement dans le discours qu'a prononcé en 2009 Obama à l'université d'El-Azhar. Il n'a pas choisi n'importe quelle, à l'université du Caire plutôt. Il n'a pas choisi n'importe quelle ville pour faire son intervention. Où il fait un discours très séducteur vis-à-vis, non pas des Arabes, mais des musulmans. Il s'adresse aux musulmans. Il fait l'éloge de l'islam, c'est vrai. Et absolument. Un tiers de son discours, c'est un éloge de l'islam, tant pour l'islam d'aujourd'hui, les valeurs de progrès, de tolérance, démocratique, etc., que pour l'islam historique. C'est-à-dire, c'est lui qui a inventé l'imprimerie, ce qui est faux. C'est lui qui, etc., en Espagne, a fait preuve de tolérance. Donc, il y avait là quelque chose, à mon avis, et puis il a donné aussi il avait fait un entretien privé avec les frères musulmans
lors de son passage au Caire en 2009. Pour moi, c'est là que se trame déjà quelque chose. Et dans les 2 minutes qui nous restent avant la pause, vous écrivez aussi quelque chose de très important, page 73 à 75, c'est que, au fond, les États-Unis sont à la fois pragmatiques et machiavéliques. Ils sont conscients que l'islamisme est une force incontournable, et donc ils ont fait en fait un marché avec eux. Oui, moi je pense qu'il y a eu un deal. Mais pourquoi jusqu'à présent, les États-Unis avaient soutenu des régimes, nationalistes, dictatoriaux, ok. Et aujourd'hui, ils ont décidé de soutenir des régimes dictatoriaux islamistes. Pourquoi ? Bon, tout simplement, je pense parce que le nationalisme n'a pas donné de résultats. C'est un échec sur beaucoup de plans, sur le plan économique notamment. Et les islamistes ont une base, vont donner au monde arabe aujourd'hui une base sociale plus large. Alors, je pense que les États-Unis, qui sont effectivement un pays pragmatique, se disent si on ne les soutient pas, il y a une instabilité qui s'instaure, et je suppose que les concurrents des États-Unis, c'est-à-dire la Russie et la Chine, peuvent tout simplement prendre sa place. Pour revenir donc à ces révolutions arabes, moi, ce que j'ai retenu aussi dans votre livre, c'est que vous parlez des islamistes de manière assez générale, vous parlez assez largement des frères musulmans, de leur histoire, de leur importance, bien sûr, politique, mais on a l'impression que vous ne rentrez pas trop dans les concurrences qu'il peut y avoir entre eux. Alors, par exemple, les frères musulmans, on sait qu'aujourd'hui leur base arrière, c'est le Qatar, qui est aussi le siège d'Al Jazeera. L'Arabie Saoudite, vous le présentez comme moteur derrière ces révoltes, mais on peut vous répondre que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont un peu concurrents. Et puis alors il y a les radicaux, ceux qu'on appelle les salafistes, en Égypte ou en Tunisie, et alors eux-mêmes sont un peu en concurrence par rapport aux Irwan. Alors concurrents, complices, comment vous voyez les choses ? Non, si vous voulez, je parle de concurrence. Je dis par exemple que en Égypte, pour les élections, se sont présentés 5 partis islamistes. C'est-à-dire que les islamistes en Égypte sont capables de présenter 5 partis avec entre eux des différences. Et donc, j'ironise même en disant que c'est peut-être la seule force vraiment pluraliste puisqu'elle est capable de présenter 5 partis. C'est-à-dire quoi la différence ? C'est la charia tout de suite ou la charia dans 5 ans ou dans 10 ans ? Voilà, voilà, c'est dans les tactiques. Dans les tactiques, pour arriver au pouvoir, il y a des différences. Ensuite, pour appliquer la charia, est-ce qu'on l'applique tout de suite ou peu à peu quand le fruit sera mûr ? C'est uniquement des différences dans la tactique. Et je dirais aussi qu'il y a aussi une de ces tactiques, c'est d'utiliser la partie la plus extrémiste, si vous voulez, pour intimider les démocrates. Si vous voulez, si à chaque fois que les démocrates ouvrent la bouche, tout de suite il y a des manifestations, ou bien on casse la gueule, comme dernièrement un syndicaliste. Voilà, donc on fait peur aux gens et du coup ils ne parleront plus. Et la seule force des démocrates, justement, dans ce contexte d'aujourd'hui, leur seule légitimité, même je dirais, c'est de tenir un discours démocratique, c'est-à-dire en opposition à celui de la charia. S'ils ne le font pas, ils ne sont plus des démocrates. Or, si vous avez peur à chaque fois qu'on vous tombe dessus, ou que votre femme, ou que vos enfants, etc., voilà, vous n'allez plus rien dire. Et je pense que il y a une sorte de division du travail entre, par exemple, en Tunisie, disons, les Ennahda avec les salafistes, ou bien en Égypte, c'est pareil, entre les frères musulmans et les groupes extrémistes. D'accord. Voilà, mais les deux, ils ont le même but. Le même but au final. Alors, je voudrais revenir maintenant sur votre hypothèse d'un complot, parce que on l'a bien compris, c'était ça paraissait trop beau, trop spontané, toutes ces séries de révolutions. Et là, dans votre livre, vous parlez de ceux qui finalement avaient le vrai pouvoir dans les pays arabes, c'est-à-dire l'armée et les services secrets, les mukhabarat, avec en tête de gondole, mais présentables au grand public, des dictatures qui étaient souvent familiales, d'ailleurs. Et vous dites que, vu l'échec de leur économie, vous en avez parlé tout à l'heure, le blocage des sociétés par des clans mafieux, seuls restaient comme recours les islamistes, présentant l'avantage de soutenir le libéralisme économique. Oui. Et les Américains aussi, ça doit bien leur plaire. Mais moi, je préfère quand même 2 petites remarques. Les militaires ne sont pas fous. C'est-à-dire qu'ils laissent le pouvoir aux autres, mais ils ont vu ce qui leur est arrivé ailleurs. Ils ont vu comment ils ont été traités en Iran quand le Shah est tombé. Ils ont vu comment ils sont traités aujourd'hui en Turquie. Alors pourquoi ils prennent-ils ce risque, l'armée, en Égypte ou ailleurs ? Mais écoutez, ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas le choix. Je pense que ceux qui assument le pouvoir, c'est-à-dire les nationalistes et les militaro-nationalistes, en quelque sorte, ils ont eu un certain nombre d'années pour faire leurs preuves. Ils ont fait la preuve qu'ils étaient incapables, disons, d'utiliser les richesses naturelles dans le sens du développement, ils les ont utilisées dans le sens de la corruption, dans le sens de la consution, dans le sens du népotisme, et ils ont rétréci complètement leur base sociale. Il y a du mécontentement populaire très important. Les jeunes n'aspiraient à une chose, c'est se barrer, quitter leur pays, etc., etc. Alors, dans ce contexte, ça c'est la première chose. Le nationalisme aussi dans les pays arabes s'est construit sur un modèle économique étatique. Or, avec maintenant disons la division, la mondialisation, le marché mondial, etc. L'économie de marché s'est imposée à tout le monde et a fait tomber toutes les économies qui étaient basées sur l'étatisme. Les pays de l'Est en ont fait les premiers les frais. Or, ça c'est une chose aussi qui arrive aussi au monde arabe. Et si vous voulez, les islamistes ont cette particularité qu'ils sont pour le libéralisme économique. Évidemment pas pour le libéralisme politique. Et ça arrange totalement les militaires ou ceux qui ont déjà le pouvoir, et ils peuvent faire un deal avec les islamistes. Parce que finalement, les militaires qui jusqu'à présent avaient tiré leur richesse de l'État, aujourd'hui eux aussi, ils sont devenus très riches. Chacun a envie de faire son chemin tout seul, monter sa société tout seul, devenir une sorte de capitaliste tout seul. Et par conséquent, le modèle islamiste ne les dérange pas à partir du moment où les islamistes ne s'attaqueront pas trop à eux. Voilà. Donc il peut y avoir un deal. Alors ce deal, évidemment, les militaires ne l'ont pas fait ne l'ont pas fait de même. Et je pense que les États-Unis ont joué un grand rôle là pour dire en quelque sorte aux militaires, il faut aller dans ce sens où nous on vous soutient plus, puisque le soutien des États-Unis, n'oublions pas, aux pays arabes est très important, notamment à l'Égypte, à la Tunisie, etc. Donc, sauf à la Syrie, qui sont soutenus par la Fédération de Russie. Oui, et là, le régime s'accroche au prix d'une répression horrible, d'ailleurs. C'est ce que je voulais aussi terminer pour ça, en disant que là où les militaires ont refusé, disons, la proposition américaine de s'allier aux islamistes, eh bien c'est la guerre. Ça a d'abord été la Libye, et aujourd'hui c'est la Syrie, tout simplement. Donc moi je pense qu'il y a effectivement eu une conjonction, une sorte on a imposé, les Américains ont imposé une sorte de deal entre les islamistes et les militaires, et c'est pour ça que ça a été relativement pacifique et si rapide. On a rarement vu comme ça des dictateurs tomber du jour au lendemain, sans que soit préparé par des mois et des mois de révolte et des... Très bien. Alors, Jean-Pierre Liédot, je dois dire aussi que votre livre a le grand mérite de relever un phénomène sur lequel nos médias ont fait un quasi-silence radio. Et ça continue d'ailleurs. Je veux parler de cet antisémitisme grossier et ouvert dès les premiers mois du printemps arabe. Par exemple, en Tunisie, dès le mois de février 2011, on a vu les salafistes défiler devant la grande synagogue de Tunis en chantant « Khaybar, Khaybar, ya Yahoud, Jeh Mohamed Sayaoud ». Khaybar, Khaybar, aux Juifs, l'armée de Mohamed reviendra, et vous le citez souvent dans votre livre, c'est vraiment leur cri de ralliement. Il faut dire qu'est-ce que c'est Khaybar. Allez-y. Bien, voilà. Donc là, ça a été du temps du prophète même. Les tribus juives ont été réprimées à partir du moment où elles n'ont pas voulu suivre le message, disons, islamique. Et donc, depuis cette époque, il y a ce refrain, voilà. Alors, vous citez aussi l'épisode du malheureux David Gerbi, juif d'origine libyenne, qui était venu, juste après la Révolution, demander l'autorisation de réparer la synagogue de Tripoli en ruine, et il a fallu l'évacuer en catastrophe, parce qu'il était menacé de mort. Le juif bouc émissaire, vous pensez que c'est la marque des islamistes, ou au-delà que ça marque toutes les sociétés arabes ? Si vous voulez, les juifs, le bouc émissaire, c'est déjà... La bouc émissarisation, si on peut dire, c'est un mécanisme de tous les systèmes totalitaires. Le nationalisme est une forme déjà dans le monde arabe de totalitarisme, et il a déjà utilisé le bouc émissaire, la figure du bouc émissaire. Avec les islamistes, le bouc émissaire, ça devient de plus en plus le juif. Et ça, c'est lié, à mon avis, au fait
de l'histoire, il y a un passif historique, disons, entre l'islam et les juifs et le judaïsme, du fait même de l'origine, je pourrais dire, sanglante de l'islam, puisque lorsque Mohammed est puni par les siens et qu'il est obligé de se sauver à Yatrib, qui deviendra par la suite Médine, la première des choses qu'il fait, c'est justement de s'attaquer aux tribus juives qui sont là, une fois qu'elles refusent, après l'avoir accueilli à Mohammed, ils refusent de suivre son message et ils sont réprimés. Donc, à partir de là, il va y avoir le massacre des Banu Quraïza. C'est marqué dans le Coran, c'est marqué dans les hadiths. Et je crois que tant que les musulmans ne s'interrogeront pas sur cette tâche sanglante de l'origine, les Juifs joueront ce rôle de bouc émissaire. Toute dernière question dans les 3 minutes qui nous restent. Comme je disais, vous épinglez à de nombreuses reprises les erreurs de jugement, les partis pris idéologiques, le refus de voir la réalité de nombreux experts souvent autoproclamés du monde arabe. Et vous écrivez, page 52, « Lorsque les clercs se mettent à trahir, plus de bornes à la mauvaise foi, il pourrait prouver que l'huile peut rester au fond de l'eau, que l'air froid peut aussi monter et que la pomme de Newton pourrait rester en lévitation. » Je dois dire en passant que votre livre fourmille d'images de ce genre. On reconnaît vraiment le cinéaste. J'aimerais juste que vous nous parliez des théories d'Emmanuel Todd. Ça m'intéresse parce que le même Todd présente dans ses articles l'Iran comme un allié recommandable et Israël comme un État voyou, et on finira là-dessus. Oui, bon, vous savez, on peut parler d'Emmanuel Todd, mais il y en a eu énormément. Hein, donc, il y a eu aussi Bernard-Henri Lévy qui sur la Libye, etc. Il y a eu Alain Badiou, le philosophe, qui avait vu du communisme en mouvement. Qui était un antisioniste radical aussi. Et qui a vu du communisme en mouvement, qui a célébré l'amitié qu'il y avait sur la place Tahrir entre les musulmans et les chrétiens. On a vu qu'est-ce qu'on a fait des Coptes. Les femmes étaient complètement en sécurité, or les journalistes se faisaient violer. Ça, c'est Badiou. Ensuite, il y a eu Luis Martinez, qui est un spécialiste du monde arabe, qui dit, qui fait la leçon aux démocrates en leur disant, mais il faut que vous compreniez qu'il faut désormais prendre le pouvoir pacifiquement. Il parle plus durement aux démocrates arabes qu'aux islamistes. Et oui, et donc il fait la leçon aux démocrates. Donc c'est les démocrates qui sont violents et les islamistes qui sont tout à fait pacifiques. Quant à Olivier Todd, si vous voyez, il a une théorie. Il dit, actuellement, dans le monde arabe, on peut noter que il y a une hausse du taux d'alphabétisation, une baisse de la natalité et une baisse aussi de l'endogamie, c'est-à-dire on se marie moins entre cousins. Et de là, il en conclut que il devait y avoir obligatoirement la révolution démocratique, et il s'étonne même qu'elle ne soit pas arrivée plus tôt. Alors vous savez, ça, c'est pour un marxiste, disons que que j'ai été par ma tradition, Engels, ça me fait rappeler Engels qui parlait de cette manière de penser comme d'un matérialisme vulgaire, c'est-à-dire un matérialisme qui ne tient pas compte de l'importance des idées. Or, aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas de démocratie dans le monde arabe s'il n'y a pas une révolution dans la pensée d'abord. Et les intellectuels, ils ont donc du boulot. Merci Jean-Pierre Liédot. Nous nous retrouvons donc, amis auditeurs, dans 2 semaines, et nous retrouverons Jean-Pierre Liédot pour la 2e moitié de cette passionnante émission. Et je rappelle que vous pouvez, en allant sur le site de Judaïque FM, retrouver cette émission dans la rubrique podcast. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.